Bienvenue dans mon univers, le métaverse, mes amis, un univers exceptionnel. Vous allez pouvoir devenir ce que vous voulez, pirate, astronaute, et même, comme moi, un grand patron d'entreprise. Et oui, grâce au métaverse, vous allez faire ce que vous voulez, vous sortir de votre petite vie inutile et morose. Vous allez pouvoir aller partout, jouer avec qui vous voulez, rencontrer qui vous voulez, le fantasme absolu. Et oui. Mieux encore mes amis, tout ça, ça va être gratuit. Et oui, gratuit grâce à ma générosité exemplaire. Vous allez pouvoir incarner un président, pourquoi pas un footballeur, ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Vous aurez l'impression d'être aussi riche que moi. Même si c'est pas vrai, grâce au métaverse, vous y croirez. Bon Janine, j'ai fait la vidéo pour tous les gogos qui vont s'abonner, mais il y a quand même quelques détails à régler avant que je parte en vacances. D'abord, il faut que les gogos, ils s'abonnent avec leur carte bleue, t'as compris? S'ils croient que ça va être gratuit, ils se mettent le doigt dans l'œil. On va collecter le maximum de pognon qu'on peut. On va aussi enclencher le système d'espionnage. Je veux toutes les informations sur chacun. Et une dernière chose, Janine, arrête de me prendre des hôtels 5 étoiles. C'est pour les losers, ça. Je veux le must, je veux le top. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette 101e Actu du Geek. Et oui, on a dépassé les 100, comme vous avez vu durant la dernière émission. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires chaleureux, ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors on va parler de quoi dans cette nouvelle Actu du Geek? On va parler de PS5, PS4, on va parler de Game Pass. On va également parler de la nouvelle alliance Microsoft-Sega, et oui, ça fait pas mal de bruit. On va parler de cartes graphiques, on va parler aussi de Intel XESS, le super sampling de Intel, vous savez, l'upscaling de Intel, il y a des nouveautés dessus. On va parler de Metaverse, et oui, Mark Zuckerberg a fait parler de lui. Et qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière? Est-ce que Facebook ne va pas, enfin Facebook, Meta maintenant, ne va pas nous contrôler nos vies, au moins dans le virtuel? Et on va finir sur 2 séries Netflix, une qui m'a beaucoup plu, une qui m'a bien moins plu. Allez, c'est parti! Bonne nouvelle pour la PS5 et PS4, alors c'est passé un peu inaperçu, mais vous savez, le problème potentiel, le risque potentiel qu'il y avait avec la PS5 et surtout aussi avec la PS4 et aussi avec la PS3, c'est que si jamais la pile CMOS était morte, on était susceptible de ne pouvoir jouer à plus aucun jeu format numérique à cause des trophées. Voilà, on perdait les trophées et du coup on ne pouvait plus se connecter à nos jeux qu'on avait pourtant achetés. Donc c'est en passe d'être totalement résolu. Il y a encore un petit problème avec le PlayStation Plus. Vous savez, les jeux qu'on a collectés sur le PlayStation Plus, il y aura encore un problème avec ça. Mais en tout cas, si on a acheté des jeux sur le PlayStation Store, par exemple, en numérique, on pourra à nouveau y jouer, même avec la pile enlevée. Il y a des essais qui ont été faits et ça marche maintenant. Donc c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand même Sony écoute les joueurs et Sony rectifie aussi les gros problèmes potentiels qu'ils auraient pu avoir dans l'avenir. Alors, le Game Pass, il y a plein de nouveautés qui vont arriver finalement. Dans ce mois de novembre, alors bien entendu, il y a Forza Horizon 5 qu'on attend tous comme des fous, mais il y a également 10 heures de jeu offerts pour Battlefield 2042. EA, vous savez, la collaboration EA avec Xbox sur le Game Pass, ça se concrétise une fois de plus avec 10 heures d'essai. Écoutez, 10 heures d'essai, c'est pas si mal que ça. Ça vous permet quand même de prendre la mesure du jeu, de voir si ça vous correspond, de voir si c'est un jeu multijoueur, je rappelle, mais de voir si ça vous plaît, de faire quelques niveaux. En 10 heures, on peut voir différentes maps et ainsi juger si le jeu vaut l'achat ou pas. Et en plus, on bénéficie de 10% de réduction supplémentaire. Donc si tous les jeux étaient comme ça, si on avait la possibilité de jouer 10 heures, je parle pour les gros jeux bien entendu, 10 heures avant de décider sur le prend ou pas, ce serait pas si mal que ça, je trouve personnellement. Il y a également Football Manager 2022 et il y a It Take Two. Vous savez, c'est ce jeu qui se joue en couple, ou à deux en tout cas. C'est des énigmes qu'on doit faire à deux, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer tout seul, mais on va résoudre les énigmes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être posté à un endroit et l'autre va devoir parcourir un chemin un peu difficile grâce au premier joueur pour atteindre une clé, pour atteindre un levier ou quelque chose qui va permettre de continuer le jeu. Donc c'est assez intéressant et en couple ça peut être assez drôle. Et surtout, c'est sur le Game Pass. Ce jeu, on en a beaucoup parlé, certains youtubeurs que vous connaissez en ont beaucoup parlé, c'est sur le Game Pass. Si vous avez le Game Pass, pas besoin de débourser un centime de plus pour y jouer. Petit rectificatif, j'ai pas précisé ça au début, mais dans ma vidéo, la 100e, à un moment donné, on m'a posé la question, est-ce que le i5 12600K est intéressant par rapport, par exemple, il y a eu des essais de fait par rapport au Ryzen, par exemple 5600X, que j'ai moi, le Ryzen 5600X, et donc il y a des essais de fait qui ont montré qu'effectivement il était 50% supérieur, visiblement.
Alors je dis attention, attention, parce qu'effectivement, moi j'ai pris les chiffres bruts tels qu'ils étaient, mais attention, visiblement Intel a un petit peu triché, on peut le dire, hein, ils ont un petit peu utilisé une petite faille de AMD temporaire sur Windows 11. Et oui, vous savez que Windows 11, ben, les Ryzen en l'occurrence, ils avaient des problèmes à cause de l'Infinity Cache, on avait déjà parlé, et ils perdaient jusqu'à 30% de performance sur Windows 11. Windows 11, entre parenthèses, qui a été optimisé avec Intel pour les nouveaux i5, i7, i9, etc. etc. Et donc, bien entendu, ben, d'un côté optimisé, de l'autre pas du tout optimisé, et même c'est une diminution de performance, donc on comprend bien que les chiffres sont un peu biaisés, surtout qu'il y a un nouveau patch AMD qui est arrivé et qui corrige ce problème. Donc théoriquement, il faudra enlever sur ces 50% de bénéfices, ben, 30%, ce qui fait plus que 20%, ce qui est pas mal quand même, mais 20% d'amélioration, donc ça diminue quand même un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, l'intérêt de ce i5 12600K, d'autant plus que par contre, je n'ai pas parlé du TDP, et oui, le TDP, c'est pas le même, 10 nanomètres versus 7 nanomètres, et bien entendu, la consommation n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc c'est important quand même de regarder les deux. Le TDP, par exemple, du Ryzen 5600X est bien plus faible que le TDP du i5 12600K. Alors, c'est intéressant de regarder les prix. Les prix, l'explosion de prix des cartes graphiques, ça continue. On est à 190% du prix initial. Le prix initial, Founder Edition et les constructeurs tiers, c'est une moyenne qu'on a fait au moment où elles sont sorties ces cartes. Et maintenant, on regarde, ça vaut 190% de plus, c'est-à-dire quasiment le double. Et AMD, c'est 200%, c'est ni plus ni moins que le double. Donc ça explose, ça continue à monter. Il y a eu une baisse en juillet. Rappelez-vous, en juillet, la Chine a commencé à interdire la crypto-monnaie, a commencé à prendre des mesures assez restrictives en disant qu'on n'avait plus le droit de produire de la crypto-monnaie sur son sol. Du coup, ça avait fait chuter les cartes graphiques, car la crypto-monnaie en avait pris un coup. Et donc, on était passé pour Nvidia de 180% à 150%. Bon, c'était une belle baisse, mais c'était encore 150% du prix initial. Et pour AMD, de 210% à 160%. Et bien écoutez, maintenant, on est quasiment revenu au même niveau. Vous voyez, 180% et 210% juste avant l'annonce de la Chine, et maintenant on est à 200 et 190%, les prix continuent à flamber parce que bien entendu la crypto-monnaie a redémarré et parce qu'il y a toujours pénurie. Je vous rappelle par exemple qu'en 5 nanomètres TSMC, les principaux utilisateurs du 5 nanomètres, c'est Apple, Qualcomm, il y a Nvidia aussi et Intel, mais pas du tout pour des puces graphiques. Petite note sur le XESS, vous savez le super sampling de Intel, l'équivalent du DLSS, plus du DLSS d'ailleurs que du FSR de AMD, du DLSS de Nvidia. Pourquoi? Parce qu'il y a du machine learning derrière. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils utiliseront dans leur futur GPU des blocs matriciels, c'est-à-dire du hardware, pour améliorer leur super sampling. Il est, contrairement au DLSS, adaptable à tous les GPU, mais si jamais vous l'utilisez sur un GPU Intel qui va sortir, les futurs GPU Intel, eh bien vous bénéficierez d'une amélioration hardware sur ce XESS, ce qui est assez intéressant. C'est l'équivalent du DLSS finalement de Nvidia avec les Tensor Core, sauf que le DLSS ne marche que sur les cartes Nvidia, et bien là ça marchera partout, mais avec une petite amélioration quand même sur les cartes Intel. Et bien on a vu des résultats sur Hitman 3, c'est assez prometteur, bien entendu c'est déjà prometteur le DLSS, on voit les résultats sur le DLSS de AMD, on voit les résultats sur le FSR, surtout quand c'est en optimisé, eh bien c'est quand même assez joli, ça permet par exemple de passer de 1440p en 4K presque natif, le DLSS on voit que c'est efficace aussi, et bien le XESS également. Donc on a plusieurs systèmes en parallèle. Le tout, c'est que les jeux soient adaptés dessus, c'est du machine learning je rappelle, donc il faut bien entendu une volonté de Intel pour passer tous les jeux par ce XESS, comme le fait actuellement AMD et Nvidia. La guerre du super sampling est vraiment lancée. Alors Microsoft et Sega concluent une alliance visiblement sur le cloud, c'est-à-dire que Sega va utiliser Azure de Microsoft. Ce n'est pas Xbox, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Ils vont utiliser le cloud de Microsoft, mais quand même ça sent le rapprochement de Sega vers Xbox potentiellement. Pourquoi pas quelques jeux dans le Game Pass dans le futur? Dans le xCloud, on verra ce que va être décidé de cette alliance, ce qui va ressortir de cette alliance, mais c'est assez intéressant. Alors pourquoi cette alliance? D'un côté, Microsoft a toujours été intéressé de façon de vendre son Azure face aux concurrents. Je vous rappelle par exemple que le plus gros cloud qui est utilisé dans le monde par les professionnels, c'est Amazon. Ce n'est pas Microsoft. Microsoft, bien entendu, Azure, ça marche très très fort, mais Amazon a un cloud qui marche du tonnerre aussi. Et donc, bien entendu, c'est un combat dans ce domaine-là, ça rapporte énormément d'argent à chacun. Google également a son cloud, etc., etc. Mais côté Xbox, Phil Spencer, il a toujours dit, Phil Spencer, il est intéressé de mettre un pied, en particulier au Japon, terre de jeu ancestrale également, où il y a beaucoup de joueurs. Et donc, Xbox a du mal à pénétrer ce marché, rappelez-vous, PlayStation marche bien, Nintendo encore plus. Alors que PlayStation marche aussi aux États-Unis, il faut le préciser, la terre de Xbox finalement, eh bien l'inverse n'est pas vrai. Et donc petit à petit,
Et Phil Spencer voudrait corriger cette lacune pour lui, et c'est pour ça qu'il voudrait racheter d'ailleurs un studio japonais, si possible, un studio emblématique, peut-être Sega dans le futur. On verra ce qui sort de ces pourparlers, en sachant que pour l'instant ça a été refusé, et ça n'est pas du tout ça qui a été annoncé, il faut le préciser. Mais effectivement, pour Phil Spencer, cette alliance qui est au-dessus finalement Microsoft et Sega est intéressante pour lui, parce que ça peut redescendre sur le Game Pass par exemple, une première alliance comme EA par exemple actuellement. Quant à Sega, bien entendu, ils vont bénéficier de la technologie de Microsoft, des connaissances de Microsoft sur le cloud, ce qui va leur permettre de lancer une nouvelle gamme de jeux, c'est ce qu'ils disent, hein, une gamme de jeux améliorée, peut-être de nouvelles licences, propriété intellectuelle, et ils le précisent en 4 mots d'ailleurs, puisque ce qu'ils veulent lancer c'est du mondial, donc le monde entier, en communauté, en ligne, et effectivement avec des propriétés intellectuelles qui leur sont propres, c'est-à-dire des jeux, des nouvelles licences, on le présume. Donc on verra s'ils tiennent parole, Sega, parce que c'est vrai que ces derniers temps, Sega, c'est pas l'explosion de joie en termes de licences, en termes de nouveautés. Alors peut-être qu'ils veulent relancer la machine, on verra ce qu'ils vont faire, mais les deux, je pense, ils ont des vues précises l'un sur l'autre. Phil Spencer, je parle de Xbox et de Sega, et on verra ce qui va arriver ou pas dans le futur. Ah, je pouvais pas terminer cette partie sur le gaming avant de parler des séries sans parler du métaverse de Mark Zuckerberg. Eh oui, Mark Zuckerberg qui a des grandes visions pour le futur. Déjà, il a renommé son entreprise Meta, enfin Facebook, ce n'est plus Facebook, c'est Meta. Et vraiment, c'est le métaverse, c'est le monde virtuel dont on va parler tout de suite. C'est assez intéressant. Ça peut être inquiétant aussi, ça dépend ce qui va être fait, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils veulent faire un monde virtuel, en l'occurrence, où vous pourrez changer de vie finalement, c'est-à-dire vous allez pouvoir naviguer dans un monde virtuel, rencontrer d'autres personnes réelles, à l'autre bout de la planète, n'importe où, et pouvoir communiquer avec eux, voire plus. Le plus étant plus même. On peut tout imaginer, on peut acheter des appartements, on pourrait vivre n'importe où, dans un autre univers, bien entendu, différent du nôtre, mais pourquoi pas même dans une ville virtuelle qui représenterait à nouveau New York, ou n'importe quelle ville, Paris, pourquoi pas, et s'acheter un appartement virtuel, bien entendu, pour vivre une autre vie, une vie parallèle. Alors, faut pas oublier qui est derrière, déjà pour commencer, c'est Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Je vous rappelle que Mark Zuckerberg, Facebook avait dit, sur l'Oculus, en l'occurrence, que quand ils ont racheté la compagnie, jamais on n'aurait besoin d'un compte Facebook pour jouer avec un Oculus. La VR, vous savez, la réalité virtuelle. Résultat, aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte Facebook, eh ben vous pouvez pas l'utiliser, l'Oculus. Ah, c'est marrant quand même, hein, ça a changé de discours. Et surtout, ça a des mauvaises pratiques, parce que quand on dit quelque chose, on s'y tient jusqu'au bout. Visiblement, c'est pas tout à fait la ligne directrice de Mark Zuckerberg. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, parce qu'il y a énormément d'argent derrière. Effectivement, si on vous attire dans un monde virtuel et que vous vous y plaisez, c'est exactement comme les jeux sur mobile. Rappelez-vous, les jeux sur mobile. Et oui, les jeux sur mobile, par exemple, on peut parler de Game of War, un exemple comme ça. Et bien effectivement, vous allez commencer à jouer, vous accrocher avec ce jeu, vous intéresser à ce jeu, vouloir de nouvelles créatures, encore, et à un moment donné, vous allez faire des microtransactions. Peut-être effectivement que 10% de la population qui va jouer à ce jeu, mais c'est comme ça que ça marche. C'est les microtransactions qui les intéressent, c'est les achats, c'est tout ce que vous allez acheter en ligne sur ce jeu. Eh bien, imaginez un monde virtuel où là, ce serait encore plus délirant, parce que après tout, vous pourriez très bien vivre dans une ville imaginaire, si vous ne payez rien, un free-to-play, on va dire, hein, dans ce monde virtuel, eh bien vous êtes tout en bas des étages. Par contre, si vous voulez un appartement standing dans cette ville virtuelle pour faire partie de l'élite, des habitants virtuels qui pourront ainsi, bien entendu, mettre en avant leurs achats, enfin leur pouvoir et leur richesse virtuelle, eh bien vous allez devoir payer. Et oui, vous allez devoir payer cet appartement virtuel. Ça se trouve, vous allez devoir le louer virtuellement, mais avec du vrai argent que vous paierez par mois. Vous commencez à voir tout le raisonnement qu'il peut y avoir derrière dans le futur. Il y aura bien entendu des achats, des échanges, des microtransactions, tout ce que vous pouvez imaginer qui va rapporter énormément d'argent. Mark Zuckerberg est un rêveur peut-être, mais un rêveur qui pense finance. Car il ne faut pas oublier que derrière il y a des investisseurs, et de toute façon lui-même est devenu un très grand investisseur. Alors ce qui est intéressant dans ce monde virtuel quand même, il faut le préciser, c'est qu'on pourra avoir de tout, c'est-à-dire des paysages assez fantasmagoriques, fantastiques, on pourrait finalement vivre une autre vie. Et ça c'est le métaverse dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de films de science-fiction, et aujourd'hui c'est de la science, ni plus ni moins, puisque ça existe, et dans l'avenir on pourra avoir même plus du transhumanisme, on va en reparler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit on nous écarte de nos vies réelles, qui sont parfois difficiles, qui sont parfois redondantes, parfois fatigantes, pour nous plonger dans des mondes extraordinaires avec des personnages, des personnes, des avatars extraordinaires. Le film Avatar en est un exemple également. Il y a plein de films qui arrivent qui nous montrent qu'on peut plonger dans d'autres mondes, dans d'autres univers de façon extraordinaire. C'est ça que pense Facebook, enfin Meta maintenant, et beaucoup d'autres compagnies, nous plonger dans des univers autres, où il y aura bien entendu des transactions, de l'argent, mais aussi du contrôle. Et oui, parce que imaginez, Oculus par exemple, vous devez vous connecter à votre compte Facebook aujourd'hui.
Bah, qui dit que Facebook ne regarde pas ce que vous êtes en train de faire avec votre Oculus? Qu'est-ce que vous regardez par exemple? Qu'est-ce que vous faites comme jeu? Etc. etc. C'est plutôt gênant. Et dans un monde virtuel, bah, ce sera pire parce que là, effectivement, ils sauront tout. Alors bien entendu, je ne vais pas faire le complotiste, hein, faut pas exagérer non plus, ça peut être intéressant comme expérience. Mais contrôlé par une seule compagnie privée, surtout Facebook, quand on connaît un peu leurs pratiques, eh bien écoutez, ça peut être quand même un peu gênant. Donc après, il y aura le transhumanisme, bien entendu, j'en ai parlé et ça fait peut-être rire aujourd'hui. Écoutez, il y a 50 ans, comme je l'ai expliqué, la fibre, Internet et tout ça, on en aurait parlé, à part dans la science-fiction, personne n'aurait imaginé ce qu'il y a aujourd'hui. Et même en termes de puissance pour les PC, pour les consoles, pour les jeux vidéo et tout ce qui va avec, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait imaginé ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc dans 50 ans, 60, 100 ans, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Est-ce qu'on n'aura pas des puces connectées? Neuralink, je vous en ai déjà parlé aussi de Elon Musk qui bien entendu va se connecter entre guillemets pour l'instant au cerveau pour les paraplégiques, mais dans le futur, qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette puce ou avec des équivalents? La puissance des puces ne cesse d'augmenter, comme vous le savez, hein, vous suivez bien la chaîne, les GPU, CPU, APU, donc imaginez des puces de plus en plus puissantes dans 50 ou dans 100 ans, revenez 50 ans en arrière et vous voyez la puissance des puces, aujourd'hui ce que c'est, un téléphone mobile aujourd'hui est bien plus puissante que n'importe quel super ordinateur de l'époque, donc on a de la peine à imaginer ce que ça va être dans 50 ou 100 ans, effectivement le transhumanisme arrivera pour moi, on a aujourd'hui probablement la peur de se faire implanter des puces, mais vous savez, c'est toujours pareil, les jeunes, eux, avanceront avec le progrès entre guillemets, et ce sera probablement courant dans l'avenir quand ça arrivera. Au début, il y aura quelques, on va dire, téméraires qui vont essayer, et petit à petit, lorsque la technique sera complètement accomplie et maîtrisée, eh bien, la plupart de la population y passera. Sous contrôle peut-être, d'ailleurs entre parenthèses, avec du hacking peut-être, on voit ça en science-fiction, mais pourquoi pas dans l'avenir ça deviendrait une réalité. Tout ça, vous savez, aujourd'hui ça paraît fou, mais dans 50, 100 ou 200 ans, ça sera du courant, du naturel. Et donc dans ce futur plus ou moins lointain, on ne sait pas comment sera la pollution, comment sera le réchauffement climatique, d'ailleurs les conflits géostratégiques, et la surpopulation, et l'immigration, et j'en passe, et bien peut-être que ce sera un refuge, un nouveau refuge finalement, ces métaverses qui vont naître un peu partout dans différentes compagnies. Après, malheureusement, ça risque aussi de dériver fortement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, on va voir ce que ça va donner du côté de Facebook. Alors, concluons rapidement avec deux séries. Aucun spoil, rassurez-vous, pas de spoil du tout. Je vais simplement donner deux séries, une que j'ai beaucoup aimée et une que j'ai beaucoup moins aimée. Donc il y a Sami Bouajila, j'adore cet acteur, hein. Ils ont fait une série avec, hein, c'est lui le héros principal, c'est Braqueur. C'est français comme série, je le précise, c'est 6 épisodes, mais ça se passe en Belgique, probablement entre Bruxelles et Anvers. Anvers, c'est sûr, c'est le port qui est le plus au nord de Belgique, c'est le plus gros port de Belgique, et je pense que l'autre partie se passe à Bruxelles. Alors avant de préciser ce qui ne va pas pour moi dans cette série, je vous précise que c'est un thriller action, donc j'ai dit aucun spoil, mais je vais quand même vous résumer le début pour que vous compreniez dans quoi vous vous embarquiez au cas où vous voulez regarder cette série. Donc c'est une bande de jeunes de cité qui font quelques casses comme ça, mais des petits casses, et un jour, eh ben, malheureusement, ils vont pas s'en prendre à la bonne personne, c'est-à-dire qu'ils vont voler un butin de la drogue sans le vouloir. Et bien entendu, le parrain local va vouloir récupérer sa drogue. Sauf que l'une des jeunes filles qui fait partie de cette bande, eh bien son oncle, c'est également un braqueur, mais un braqueur professionnel. C'est Sami Bouajila, et c'est un vrai braqueur, et là par contre un braqueur plutôt brutal et plutôt efficace avec sa bande à lui plus âgée. Et donc Sami va vouloir aider sa nièce qui est prise dans un gros pétrin. Alors quel est le problème de cette série? Ben, c'est pas l'histoire est pas si mal que ça. C'est classique hein, bien entendu, mais c'est pas si mal que ça. C'est pas non plus le jeu d'acteur, le jeu d'acteur est plutôt correct dans l'ensemble. Ce n'est pas non plus la photographie est plutôt bonne pour ce genre de série, c'est-à-dire elle est plutôt grisâtre, plutôt industrielle avec Anvers. On ne nous montre pas les lieux un peu prestigieux de Bruxelles, pourquoi pas de Bruges, de Gand, il y a plein de belles villes en Belgique. Non, on nous montre la réalité de la cité, la réalité des lieux qui sont un peu plus industriels. Bref, c'est une série qui transpire un peu plus la noirceur. Alors vous allez me dire, c'est parfait, sauf que bien entendu, l'action aussi est très très bonne, je le précise, mais bien entendu, il y a un gros problème, c'est la direction des acteurs, c'est la scénarisation, je dirais plutôt, des jeunes en particulier, qui est catastrophique. C'est-à-dire que c'est juste improbable, c'est juste incohérent la façon dont ils réagissent tout le temps n'importe comment, ce qui conduit à des situations rocambolesques, mais pas rocambolesques dans le bon sens du terme. C'est une série qui se veut sérieuse, c'est ça le problème. On n'est pas dans Fast and Furious 9, vous savez, où c'est à peu près délirant, mais après tout, on le sait quand on va voir au cinéma ce film. Là, non, pas du tout. On est dans quelque chose qui se veut sérieux, or ça ne l'est plus du tout. Lorsqu'on regarde la réaction de ces jeunes, c'est juste n'importe quoi.
D'ailleurs, Sohami Bouajila qui joue l'oncle fait à peu près n'importe quoi aussi vis-à-vis de sa nièce et de la bande de jeunes. C'est-à-dire qu'il devrait avoir une réaction beaucoup plus nerveuse vis-à-vis de ces jeunes, surtout que lui est un braqueur confirmé. Eh bien non, il est mou du genou, comme on dit, excusez-moi le terme, il laisse tout passer, il fait n'importe quoi en termes de réaction lui aussi. Bref, en termes de scénarisation, je trouve que c'est juste mauvais, je le dis, pour ces jeunes, pour la scénarisation des jeunes et la scénarisation, bien entendu, de Sami Bouajila. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'il joue mal, ça veut dire que leur personnage n'est pas du tout crédible. Et ça m'a sorti totalement de la série, parce qu'à chaque fois, je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ils vont le faire, ah ben ils l'ont fait, ah oui, c'est incroyable, mais ils l'ont fait. A noter qu'il se passe quelque chose dans le dernier épisode, je crois que c'est dans le dernier épisode, qui m'a quand même surpris fortement. Là, je reconnais que ça m'a surpris, et que ça m'a fait rehausser un tout petit peu la note de cette série pour ma part. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu, mais personnellement, je suis passé à côté de cette série. Et en face de ça, il y a une autre série, et oui, une série coréenne, encore une série coréenne que j'ai adorée. C'est My Name avec Lee So-hee, alors c'est comme ça que ça se prononce, j'espère, l'actrice principale. Écoutez, c'est une série qui m'a beaucoup plu et qui a moins de défauts encore en termes de jeu d'acteur que deux autres séries que j'adore, Kingdom, que j'ai vu, la série que vous savez, Kingdom, et bien entendu Squid Game, qui est apparu récemment sur Netflix. Donc sur Netflix, My Name, c'est quoi l'histoire? Eh bien, alors ça démarre un petit peu comme Nikita, entre guillemets, dans le couloir, si vous avez vu le film, le film de Luc Besson, Dans le couloir. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui est dans son appartement, son père est apparemment un petit mafieux, voilà, il fait des petits coups comme ça, du moins c'est ce qu'elle pense. Et il est dirigé par un parrain, bien entendu, toujours pareil, en Corée du Sud. Et un jour, il arrive devant son appartement pour rentrer, pour rejoindre sa fille, lorsqu'il se fait tuer sous les yeux de sa fille, qui est de l'autre côté de la porte. Ça vous fait penser, je vous répète, à Nikita. C'est le début du film, rassurez-vous, aucun spoil. Et bien entendu, elle va vouloir se venger. Et on voit tout son acte de vengeance, sauf que c'est intelligent, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça va se dérouler en thriller action, mais avec beaucoup de phases, on va dire, un peu plus recherchées, un peu plus enquête. Il y a des phases de combat. Alors, l'actrice, elle se donne à fond, Contrairement à certaines actrices américaines qui se font doubler, on voit qu'elle s'implique totalement dans les combats. Les combats sont très réalistes, c'est très sanglant, c'est-à-dire que quand ils prennent des coups, ils prennent des coups, Ce n'est pas du tout le transporteur, même si j'aime beaucoup Jason Statham, eh bien c'est pas du tout le transporteur. Non, là c'est beaucoup plus difficile pour tous les acteurs, enfin tous les protagonistes du film. L'histoire est classique, certes, mais plutôt bien tenue. Bref, moi je vous conseille fortement cette série. Alors certains vont me dire, oui, mais il y a de meilleures séries coréennes, peut-être, mais l'avantage de cette série, pour moi, parce que j'avais du mal avec les séries coréennes, c'est qu'il n'y a pas de surjeu d'acteurs, il y a juste une petite scène à la rigueur à un moment donné, mais une scène, je parle bien, je parle pas d'un jeu d'acteurs. Le reste se tient très très bien et très cohérent en termes d'acteurs. Vous savez, avec Kingdom, j'avais eu peut-être quelques difficultés avec certains acteurs. Squid Game, avec une actrice en particulier, et bien là, aucun problème. Pour finir, un petit coucou à Mike, et je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est un abonné, il se reconnaîtra bien entendu. Et sinon, écoutez, abonnez-vous si vous avez apprécié cette chaîne. Je sais qu'on vous le répète et qu'on vous le rabâche à longueur de temps, mais c'est ça qui est important. C'est effectivement pour qu'on sorte du lot, pour qu'on sorte la tête de l'eau même, je dirais. Surtout les petites chaînes. Alors les chaînes à 200, 300 abonnés, c'est encore plus important. C'est grâce à ça que j'ai pu émerger du lot, petit à petit. Et aujourd'hui, encore, j'en ai besoin des abonnements, des commentaires et des pouces vers le haut, bien entendu, de préférence. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que je vais continuer à évoluer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. C'est très utile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un abonnement, ça compte, surtout pour des chaînes assez petites comme la mienne encore. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.